Bonjour tout le monde, bienvenue dans Lanceur d'Arrête. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet dont on parle peu, un sujet que les pouvoirs publics essayent d'éviter, celui de l'intelligence artificielle en éducation. Alors non, il ne sera pas question dans cet épisode des élèves qui trichent en demandant à ChatGPT de faire leurs devoirs. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est un projet qui est déjà en place dans certaines écoles du Québec, un programme d'intelligence artificielle censé prédire le décrochage scolaire. Une initiative qui soulève de nombreuses questions et qui, selon moi, pourrait bien être le prochain scandale politique au Québec. Shall we play a game? Alors avant de poursuivre cet épisode, je vous rappelle que c'est très important de vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée, de nous laisser des reviews positives et de répandre la bonne nouvelle en partageant mes publications sur les réseaux sociaux. Voilà, la promo est faite, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc oui, l'intelligence artificielle prédictive dans le domaine de l'éducation, c'est pas de la science-fiction. Le gouvernement du Québec s'est mis en tête d'être un pionnier de l'intelligence artificielle. Ça veut dire quoi être un pionnier? Ça veut dire qu'ils veulent être les premiers. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils veulent être les meilleurs. Qui c'est qui arrive en premier? Le cheval ou l'œuf? C'est un cycle. Les programmes sont implantés sans trop faire de bruit. On ne sait pas trop qui conçoit les algorithmes et comment on va sécuriser les données. Et malgré certaines réserves de la part de plusieurs personnes sur le terrain, les dirigeants du Québec sont résolus à utiliser l'IA, l'intelligence artificielle en éducation. Eux, ils y voient une avancée révolutionnaire, un outil miracle pour détecter les décrocheurs et personnaliser l'apprentissage. Autant le gouvernement semble convaincu qu'il faut aller dans cette direction, autant il reste très discret sur son déploiement. Et quand les politiciens ne se pètent pas les bretelles sur un projet, c'est souvent qu'il y a anguille sous roche. Et effectivement, en creusant un peu, on découvre un cocktail explosif. Surveillance massive, stigmatisation des élèves, exploitation des données, gaspillage de fonds publics, cela pourrait bien être les ingrédients d'un futur fiasco qui pourrait coûter cher aux Québécois en argent public, mais aussi en liberté individuelle. Si votre enfant est au secondaire au Québec, vous avez peut-être reçu un courrier du centre de service scolaire, c'est le même à peu près partout, c'est un copier-coller, qui vous annonce l'introduction de l'IA pour prédire le décrochage. On vous y assure que les données seront sécurisées et que l'objectif, c'est d'aider des élèves à risque. Ça sent à plein nez l'expérience d'apprentis sorciers qui ne savent ni comment contrôler les dépenses, ni se comporter de façon éthique. Pour l'instant, les sommes annoncées dans ce projet n'ont aucune commune mesure avec des gouffres financiers comme la Société d'assurance automobile du Québec, par exemple. Mais vous le savez sûrement, avec les nouvelles technologies, les coûts peuvent grimper très vite. Surtout si les responsables ne savent rien ou font semblant de ne pas être au courant. Avant d'aller plus loin, on va prendre le temps de clarifier l'intelligence artificielle, l'IA, c'est quoi exactement? Bon, l'intelligence artificielle, ça repose sur des algorithmes capables d'analyser une énorme quantité de données pour identifier des tendances, pour établir certaines prévisions, automatiser certaines décisions et parfois c'est un outil extrêmement utile. Dans l'éducation, on l'utilise déjà pour générer des exercices adaptés au niveau des élèves, analyser des performances scolaires, détecter un risque d'échec ou de décrochage. Là, on commence déjà à être dans des zones un peu plus troubles au niveau de l'éthique. Là où il faut être extrêmement prudent, c'est que ces systèmes ne sont pas neutres. Ils se basent sur les données qu'on leur fournit. Et ces données sont influencées par les biais de notre société, par les préjugés qu'on a tous et toutes. Et donc, quand on dit que l'IA peut prédire le décrochage, il faut se poser les bonnes questions. Sur quels critères se base-t-elle pour pouvoir faire cette prédiction? Et surtout, quelles seront les conséquences sur les élèves? Parce qu'on se rappelle que, oui, pour l'IA, c'est des données, mais pour nous, sur le terrain, c'est des enfants, c'est des adolescents. La réflexion qu'il faut avoir avant toute chose, c'est celle qui concerne les balises éthiques, mais aussi le respect de l'autonomie professionnelle des intervenants. Se servir d'un outil, oui. Lui faire prendre des décisions à la place de l'humain, non. Il faut aussi se demander si l'IA appliquée au décrochage scolaire va vraiment être une aide ou va devenir une prophétie autoréalisatrice pour l'enfant ou l'adolescent.
Le projet en question, justement, on parle des bases de données. Le projet en question, il repose sur l'analyse de divers facteurs pour attribuer à chaque élève un score, entre guillemets, de risque de décrochage. Les critères utilisés sont parfois surprenants. Le nombre de déménagements de la famille, la distance entre l'école et le domicile, le fait que l'élève fréquente ou non le service de garde, le niveau socio-économique des parents. Évidemment, là-dedans, il y a des données qui peuvent vraiment être représentatives, mais il y en a d'autres, c'est un peu arbitraire quand même. L'intention affichée, c'est d'intervenir tôt pour éviter le décrochage. Ouais, personne ne peut être contre ça. Mais ce genre de prédiction, j'ai l'impression que ça pourrait devenir des prophéties autoréalisatrices. Vous avez peut-être déjà entendu l'expression « l'effet Pygmalion ». Si vous êtes dans le domaine de l'éducation, vous n'avez peut-être pas entendu l'expression, mais vous savez exactement de quoi je parle. L'effet Pygmalion, c'est un phénomène psychologique démontré selon lequel les attentes d'une personne vont influencer les performances d'une autre. Autrement dit, lorsqu'on attend beaucoup de quelqu'un, cette personne a plus de chances de réussir parce qu'elle perçoit de la confiance, elle perçoit du soutien implicite de votre part. À l'inverse, des attentes faibles, ça peut freiner les performances. Et justement, ça a été démontré dans le domaine de l'éducation. Les élèves réussissent mieux s'ils sentent que les enseignants, le personnel croient en eux. Dans le monde du travail, c'est pareil. L'effet Pygmalion, c'est un peu comme si l'étiquette qu'on te colle sur le front devient un mode d'emploi pour ton avenir. Donc, avec l'intelligence artificielle, si un élève est catalogué à risque, c'est quoi les répercussions? Honnêtement, les enseignants ils risquent de baisser leurs attentes, même inconsciemment. Et ça va influencer le regard de l'enfant sur lui-même. Les parents, ça pourrait les paniquer, créer du stress, surprotéger l'enfant, donc se comporter d'une façon spécifique avec l'enfant qui va avoir l'effet contraire escompté, qui va faire en sorte qu'il va avoir plus de risques d'échouer. Et l'élève lui-même aussi, il risque d'intérioriser cette étiquette. Et il va y correspondre malgré lui. Les données de l'algorithme sont déjà biaisées par les inégalités qui existent vraiment, qui existent déjà. Un exemple à peine exagéré, c'est que un élève brillant qui vit dans un quartier défavorisé, qui habite un peu plus loin de l'école et qui va au service de garde, il pourrait être automatiquement jugé à risque, tandis qu'un autre, issu d'un milieu plus favorisé, risque de passer en dessous du radar malgré de réelles difficultés. On a déjà une école à 3 vitesses, à 4 vitesses. La place des élèves, c'est déjà trop souvent déterminé par la capacité financière des parents. Et moi, j'ai l'impression que ce projet risque d'accentuer encore plus cette espèce de tri social. C'est clair que mal utilisé, l'outil IA va devenir discriminatoire. Je vous donne un exemple concret. Imaginons que Paul est identifié par l'IA comme un décrocheur potentiel. Il reçoit les services spécialisés et il finit par s'en sortir. Pendant ce temps-là, on a John, qui n'a pas été repéré par l'algorithme. Il rencontre des difficultés, mais faute de ressources disponibles, il bénéficie d'aucune aide et résultat, il décroche. Quand tu fais ce constat-là, tu te dis, est-ce que l'IA a bien fonctionné? Est-ce que l'IA a mal fonctionné? Est-ce qu'elle a contribué à l'erreur d'aiguillage? C'est dur à dire. Mais c'est sûr que moi, j'aurais tendance à penser que l'absence de service pour John, elle est discriminatoire, dans le sens qu'on le prive d'un droit, les services éducatifs, à cause d'une décision arbitraire d'une machine. Je vous rappelle, si vous êtes un nouvel auditeur de Lanceur d'Alerte, la majorité des gestionnaires en éducation sont incompétents. Qu'est-ce qui va arriver avec eux autres? Ils vont bêtement appliquer ce que l'algorithme leur dit. Je sais pas sur quoi tu as appuyé, tout à l'heure tu l'as ouvert. Et c'est ça le vrai danger. C'est si un modèle prédictif devient prescriptif. C'est si un modèle qui est censé te donner une probabilité, tu interprètes ces données comme étant une recette. Il ne faut jamais franchir la ligne qui va faire en sorte que c'est la machine qui décide de qui a des services, qui n'en a pas et qui a quel service. Mais le risque, c'est que ça se fasse de manière indirecte. N'oubliez pas que nos gestionnaires, ils voient les élèves, les employés comme des colonnes de chiffres. Ils ne verront pas plus loin que le bout de leur nez. Ils vont vite calquer leurs mesures budgétaires sur les prédictions de l'IA. Pensez-y. Quel beau moyen de se détourner de ses responsabilités en laissant le modèle décider. Donc, indirectement et peut-être directement aussi, parce que les résultats de l'intelligence artificielle auront été mis entre les mains d'incompétents, c'est la machine qui, au bout du compte, va décider
qui reçoit quel service. Et c'est exactement ça qu'on doit éviter. Et malheureusement, pour ceux qui n'auront pas la trajectoire qui aura été prévue par le modèle, ça sera « on peut pas, on n'a pas d'argent ». Vous connaissez la chanson. On peut pas, 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 on peut pas. On n'a pas d'argent et on doit couper. On n'a pas d'argent et on doit couper. Et des jeunes qui auront une trajectoire qui n'est pas prévue par l'intelligence artificielle, il y en aura beaucoup. Je pense juste aux élèves qui vont traverser une crise imprévisible, un deuil, une peine d'amour, une dépression. Eux vont clairement pas entrer dans les colonnes de la matrice et les prix Nobel du ministère, ils ne sauront pas quoi en faire. La dernière fois que votre ordinateur s'est mis en veille prolongée, il n'a plus répondu. Je suis désolé, je m'emporte un peu, mais c'est tellement frustrant de voir que la structure qui encadre nos enfants et nos ados, elle est tellement rigide. Tu sais, quand on travaille avec l'humain, il faut faire preuve de souplesse, il faut s'adapter. C'est la base. Mais la machine, elle est inflexible. Puis en plus, là, vous lui proposez un outil qui va la rigidifier. Et là, ça va être simple. Si tu ne rentres pas dans le cadre, tant pis pour toi. Vous savez, la cause principale du décrochage, c'est peut-être pas la détection trop tardive. Moi, je pense que c'est plutôt l'incapacité du système à s'adapter aux jeunes. Dans les années 80, il y a un psychologue américain qui s'appelle Howard Gardner qui a développé la théorie des intelligences multiples. Bon, je n'ai pas le temps de développer ici, ça serait passionnant, mais je vais vous laisser un petit article sur le sujet sur le blog de lanceurdarrête.ca. Et écrivez-moi ou dites-moi en commentaire si vous voudriez que je fasse un épisode complet sur le sujet. Moi, ça me passionne, donc ça va me faire plaisir si ça vous intéresse. Bref, Gardner, lui, il a déterminé qu'il existait 9 types d'intelligence. L'école actuelle n'investit que dans 2 d'entre elles. Ça fait beaucoup de monde laissé sur le bord de la route juste parce que le système est trop rigide. Et puis, au-delà des doutes, au-delà des problèmes éthiques que l'utilisation de l'intelligence artificielle en éducation peut susciter, il y a aussi le risque bien réel de voir nos politiciens apprentis sorciers dilapider des montagnes de fonds publics. Je pense que je ne vous apprends rien si je vous dis que nos gouvernements ont un talent unique pour transformer chaque projet numérique en gouffre financier. Bon, il y a SACLIC, l'interface web de la Société d'assurance automobile du Québec, plus que 500 millions en dépassement de coûts et ça bogue encore. Vous vous souvenez peut-être le dossier Santé Québec, des milliards pour numériser les dossiers de santé des citoyens du Québec. Le résultat est plutôt mitigé. Il y a aussi SAGIR, le projet de modernisation des systèmes informatiques du gouvernement du Québec. Au départ, ça devait coûter 80 millions et là, la facture atteint les 2,6 milliards. Et je vous fais grâce de ce fleuron québécois qui a été le panier bleu. Et maintenant, on lance l'IA éducative avec un budget initial de 10,6 millions. C'est de l'argent, mais on ne parle pas des montants que je viens de vous nommer précédemment. Mais ça, c'est certain que ça va exploser avec les mises à jour, la cybersécurité, la formation du personnel et la nullité des dirigeants. Donc, on va avoir des outils dont on ne connaît pas du tout la réelle utilité, des contrats flous avec des firmes privées qui vont être des sources potentielles de favoritisme, voire de collusion, et la facture qui finira toujours sur le dos des contribuables. Autre risque à la fois éthique et financier, la collecte et la sécurité des données. L'IA éducative repose sur un accès illimité aux données des élèves. Et là, l'enjeu, c'est qui conçoit les modèles? Qui gère les informations? Réponse, les entreprises privées. Donc, les dangers sont bien réels. Bon, premièrement, la fuite de données. Des milliers d'élèves qui sont potentiellement exposés. La revente d'informations pour du marketing, pour de l'assurance ou pire. Et le profilage scolaire et professionnel avec des conséquences à long terme. Si tu as été étiqueté décrocheur quand tu étais ado, ça reste dans ton dossier? Il y a une trace qui reste quelque part? On ne sait pas. Est-ce que ça va influencer le fait que tu sois embauché ou pas au gouvernement quand tu auras 35 ans? On ne le sait pas. Beaucoup d'inconnus, je trouve, là-dedans. Et
En ce qui concerne l'exploitation des données, je pense que l'histoire nous a montré que ces dérives, c'est vraiment pas de la science-fiction. Il faut absolument prendre conscience de l'importance et du prix de nos données personnelles. Et là, je ne parle pas forcément uniquement de fraude possible. Je parle d'une utilisation à grande échelle à des fins politiques, à des fins commerciales qui ont largement été démontrées et dont l'efficacité est à toute épreuve. Ce qui fait en sorte que certains sont prêts à payer des fortunes pour des données aussi détaillées que celles que l'IA en éducation va utiliser. Donc, la promesse de sécurité, de confidentialité ne tiendra peut-être pas très longtemps. Surtout quand on constate que les responsables politiques ne sont jamais au courant de rien. Là, je vais prendre une minute pour faire une aparté qui va vous faire comprendre comment on utilise vos données pour vous influencer. Et là, je vous le dis tout de suite, là, je ne suis pas dans la théorie du complot, je me base sur des faits qui ont été démontrés. Il faut être capable de se donner une idée du pouvoir que ces données confèrent aux gens qui les possèdent et pourquoi moi et d'autres personnes, on est si inquiets de savoir que nos nonos dirigeants vont avoir cette mine d'or si convoitée entre les mains. Qu'ils le veuillent ou non, la fameuse sécurité, elle va partir en fumée. Nos politiciens, ils jouent clairement pas dans la même ligue que les puissants qui exploitent les données. Là, je vais prendre quelques minutes pour vous parler d'un livre qui s'appelle Mindfuck de Christopher Willey. C'est un livre qui m'a énormément marqué, que je vous conseille vraiment, vraiment vivement. Christopher Willey, c'est un ancien employé de Cambridge Analytica et c'est un lanceur d'alerte. Et dans le livre Mindfuck, il nous fait vivre les coulisses d'un des plus grands scandales de manipulation de masse de l'ère numérique, le fameux scandale de Cambridge Analytica. Donc, il explique comment cette entreprise a exploité des données personnelles de millions d'utilisateurs de Facebook pour influencer des élections, notamment le Brexit en Grande-Bretagne, l'élection de Donald Trump en 2016. Donc, dans le livre, Christopher Willey il expose les liens entre la collecte massive de données, d'informations, le profilage psychologique et l'ingénierie sociale qui est utilisée pour influencer les comportements à grande échelle. Mais un des points fondamentaux de l'ouvrage, c'est l'idée que les données personnelles sont devenues une ressource plus précieuse que le pétrole. Elles permettent non seulement d'anticiper les comportements, mais aussi de les orienter. En fait, Cambridge Analytica et probablement d'autres entreprises a développé une technologie capable d'analyser des millions de profils Facebook pour dresser des portraits psychologiques très précis des utilisateurs. Grâce à ces analyses, ils ont pu cibler des individus et, avec des messages adaptés à leur personnalité, ils ont pu exploiter leur peur. Dans le fond, le modèle leur sert à catégoriser les électeurs et à leur faire parvenir sur les réseaux des campagnes ciblées spécifiques. Par exemple, des personnes qui sont anxieuses ou méfiantes, on va leur faire couler des messages alarmistes, exemple sur l'immigration, l'insécurité. Pour des gens qui sont plus conservateurs religieux, on va avoir un discours au niveau des valeurs traditionnelles. Pour les indécis, on va les bombarder de fake news, on va utiliser des contenus polarisants, on va créer un climat de méfiance et de confusion. Donc, vous voyez un peu ce qu'on est capable de faire avec. Ça vous donne une idée de pourquoi ces données valent une fortune. Parce que ce n'est pas seulement des informations pour faire du marketing, pour cibler de la pub, c'est un levier pour contrôler et prédire des comportements humains. Et c'est clair dans Mindfuck que les entreprises, les gouvernements, ils ne collectent pas les informations par hasard. On peut aussi penser aux compagnies d'assurance ou aux recruteurs qui pourraient utiliser ce genre de modèle pour filtrer des profils qui sont plus rentables, plus conformes à leurs besoins. Une base de données aussi importante que celle que l'IA en éducation se propose d'utiliser. Mais admettons que ça tombe dans les mains d'une compagnie d'assurance vie, par exemple, d'assurance santé. Est-ce qu'ils vont se servir de ces résultats-là pour accepter ou refuser du monde? Je ne sais pas, mais je n'ai pas envie de prendre le risque. Je pense que je vous ai fait comprendre à quel point les données valent cher et à quel point celles de l'IA éducative seront convoitées. Et je vous laisse vous faire votre propre idée sur la capacité et même la volonté de Drainville, Legault et compagnie de les protéger. Au-delà de tout ça, une chose est certaine, si on utilise l'IA en éducation, il faut que ça demeure un outil comme un autre, un outil comme, exemple, les tests que les psychoéducateurs ou les psychologues font passer aux élèves, un outil qui va passer nécessairement entre les mains d'un professionnel qui sait comment s'en servir. En éducation, l'humain, avec sa sensibilité, avec son intuition, resteront toujours les atouts les plus fiables. En plus de ça, l'encadrement va devoir être extrêmement strict. Donc, transparence sur les critères utilisés, les décisions prises,
que ce soit connu les données qui sont dans l'IA. Formation du personnel et aussi des parents pour comprendre comment ça fonctionne, puis comment l'IA est arrivée à cette prédiction qu'elle vous présente. Limiter l'accès des données scolaires aux seuls acteurs éducatifs, ça va falloir une sécurité à toute épreuve. Et je dirais même plus, il faut que le personnel éducatif, ceux qui sont sur le terrain avec les jeunes, soient impliqués dans le développement des modèles d'intelligence artificielle pour que ce soit vraiment efficace, pour qu'on utilise les bonnes données pour chercher les bons résultats. Et évidemment, une obligation que les gouvernements rendent des comptes au niveau des dépenses qu'ils font là-dedans. L'intelligence artificielle dans les écoles, ce n'est pas forcément une mauvaise idée, mais c'est clair que sans cadre rigoureux, ça risque de faire plus de mal que de bien. L'intelligence artificielle, il ne faut jamais l'oublier, c'est un moyen, ce n'est pas une fin. Avant de terminer, je vais vous laisser sur un petit extrait sonore. Je me suis amusé à poser une question à ChatGPT. Je lui ai demandé, devrait-on utiliser l'intelligence artificielle pour détecter les décrocheurs scolaires? Et voici la réponse. L'idée d'utiliser l'IA pour détecter les décrocheurs scolaires est intéressante et pourrait être très utile, mais elle soulève aussi des questions éthiques et pratiques. Pourquoi ça pourrait être une bonne idée? Détection précoce. L'IA peut analyser des données, notes, absence, participation, engagement en classe, pour identifier des élèves à risque avant qu'ils ne décrochent complètement. Personnalisation du soutien. Elle pourrait recommander des interventions adaptées, mentorat, soutien scolaire, accompagnement psychologique. Gain de temps pour les enseignants. Au lieu de tout analyser à la main, l'IA peut signaler les cas prioritaires. Les risques et limites. Biais et stigmatisation. Une IA mal entraînée pourrait cibler des élèves sur des critères injustes, origine sociale, passé scolaire, et renforcer des discriminations. Surveillance excessive. Si les données personnelles des élèves sont trop exploitées, ça peut poser des problèmes de vie privée et de confiance. Manque d'humanité. L'IA peut repérer des signes de décrochage, mais elle ne remplace pas un professeur ou un éducateur pour comprendre les vraies raisons derrière. La meilleure approche? L'IA pourrait être un outil d'aide, mais pas une décision finale. Les enseignants et conseillers devraient toujours avoir le dernier mot et utiliser l'IA comme un indicateur parmi d'autres. Ce serait une manière intelligente d'allier technologie et accompagnement humain sans tomber dans une logique de profilage algorithmique rigide. Donc, quand l'intelligence artificielle elle-même, entre guillemets bien sûr, parce que c'est une machine, Well, you seem like a person, but you're just a voice in a computer. I can understand how the limited perspective of an unartificial mind would perceive it that way. You'll get used to it. quand l'intelligence artificielle elle-même nous demande d'agir avec prudence pour l'utiliser, c'est peut-être pas une mauvaise idée de l'écouter. Partagez le podcast, donnez-moi des reviews positives, partagez mes publications sur les réseaux sociaux. Je vous laisse là-dessus. Lanceur d'arrêt, c'est un rendez-vous. Abonnez-vous.